Bienvenue sur Télé Antilles, que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, sur le canal 932 sur Free Orange, le canal 398 et sur Bouygues, le canal 407. Soyez les bienvenus dans cette émission Les Invités de Mike, une émission donc réalisée par Peggy Ladéon que nous saluons par la même occasion. Aujourd'hui donc, mesdames, messieurs, pour non pas débattre, mais pour se présenter, parce que c'est sa première venue dans cette émission. C'est le député de la première circonscription donc du territoire martiniquais, Giovanni William, donc nouvel élu, nouvel entrant donc dans cette assemblée. Je crois que vous étiez déjà, monsieur le député, vous étiez donc déjà suppléant, ou alors, comment dit-on, c'est suppléant qu'on dit ? C'est bien ça. Au taux de Josette Manin. Exactement. Voilà. Bonjour à vous et bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Oui, j'étais suppléant de la députée Josette Manin en 2017. Puis l'élection de 2022, j'ai eu l'honneur de représenter la première circonscription de Martinique, les Martiniquaises et les Martiniquais. Voilà. Alors, moi j'ai vu en préparant cette émission, vous avez été également donc sur la liste de Chantal Mignan. Donc là, c'était pour les élections locales. C'est ça, en 2014. 2014. Et puis après, vous vous êtes retrouvé donc en 2020 sous la liste donc du maire sortant, monsieur Alfred Montieu. C'est ça. Comment passe-t-on d'une liste de droite à une liste de gauche ? Vous êtes quoi ? Vous êtes un indépendant ? Vous êtes un... Alors c'est un peu ça. C'est-à-dire que faut savoir qu'en 2014, on m'a sollicité pour être sur une liste qui finalement n'était pas une liste de droite, parce que c'est des listes communales. Quand on va dans des communes, il n'y a pas forcément droite et gauche. La tête de section, il n'y a pas de clivage politique. Il n'y a pas de clivage en fait. La tête de section était de droite, mais nous étions en 33 ou 35 de mémoire. Il n'y avait pas forcément de droite ou de gauche. C'était une liste pour aller aux élections municipales. Alors là, vous vous retrouvez donc aujourd'hui donc dans cette Assemblée nationale où siègent 577 députés. Oui. Vous êtes donc un des députés de la Martinique. Il y en a 4, hein, on le rappelle, en Martinique. Vous êtes donc député donc de cette première circonscription, regroupant donc les villes du Lamentin, Gros-Morne, Trinité, François et il me manque une. Le Robert. Et le Robert, voilà. Pour finir sur votre local. Vous êtes Robertin ? Robertin, tout à fait. Vous êtes Robertin de souche, donc. Robertin de souche, oui. Ouais. Ma famille est du Robert, et ma belle famille du Gros-Morne. J'ai fait mes études au Robert et à Trinité, et je travaille au Lamentin. Alors, j'ai lu également que vous êtes, depuis plus d'une dizaine d'années, vous êtes au barreau de Fort-de-France, parce que vous êtes avocat de profession. C'est bien ça. Alors, qu'il s'agisse donc de plaider sur... au barreau ou à l'Assemblée nationale, votre métier, ça a toujours été de devenir avocat. Que ce soit donc pour une personne ou pour le peuple, c'est une continuité. C'est une continuité, on peut dire ça, dans la mesure où on représente. Quand on est avocat, ses clients, et quand on est à l'Assemblée nationale, eh bien, on représente son peuple. Voilà, et on défend son peuple. C'est ça aussi, vous avez totalement raison. D'accord. Alors, on peut le dire, vous avez 38 ans ? J'ai 38 ans cette année. Ouais, 38 ans cette année. Vous êtes donc un jeune élu, jeune député. Vous savez que ce peuple martiniquais, ces jeunes qui sont là, qui vous regardent, ici et à Martinique, ont beaucoup d'espoir en vous. Vous le saviez, ça ? Oui, je le sais. Et leurs parents aussi, leurs grands-parents aussi. Il y a une espérance en cette jeunesse, à travers moi et j'espère à travers d'autres. Donc vous êtes là pour... représenter cette jeunesse martiniquaise, alors qui a été et qui l'est d'ailleurs de plus en plus décriée. On parle de ceux qui sont en marge, qui sont sur les bords de la route, qui ils sont donc plongés dans cette délinquance, dans cette pauvreté, dans vraiment tous ces problèmes, dans ce chômage à 2 chiffres aux Antilles qui est important. D'ailleurs, puisqu'on parle de chômage, quelle serait pour vous la solution ? Alors, on ne va pas dire miracle, mais idéal pour permettre donc à la Martinique tout entière donc de rebondir sur ce secteur économique donc de plus en plus défaillant. Alors c'est vrai sur la question du chômage, nous avons des chiffres hallucinants, mais ça touche la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Nous sommes les territoires où il y a le plus de chômage, et en particulier le chômage des jeunes. Donc pour pouvoir pallier et faire en sorte de trouver des solutions, il y a plusieurs leviers. Il y a la formation, parce qu'on sait qu'il y a un manque cruel de formation. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent des bancs de l'école sans formation, sans qualification, alors qu'il y a des secteurs d'activité qui peinent à avoir des gens qualifiés, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la santé. Donc il y a des postes à pourvoir, mais il faut que nos jeunes soient formés. Donc il faut
axer aussi notre travail là-dessus, sur la formation, sur l'éducation de manière générale, afin que nos jeunes puissent retourner vers un parcours de qualification, de formation et donc de travail. Très bien. Quand ils vous croisent, ces jeunes en Martinique ou à Paris, où vous siégez donc au Palais Bourbon, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont les espoirs qu'ils portent en vous quand ils vous croisent en vous interpellant, monsieur le député? Qu'est-ce qu'ils vous réclament, ces jeunes, aujourd'hui? Alors, faut savoir qu'il y a plusieurs, pour moi, il n'y a pas les jeunes, il y a des jeunesses. Il y a cette jeunesse qui ne travaille pas, et qui est en quête justement d'un travail, de formation et de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Giovanni, qui s'en peut faire, nous qui pas ni travail. Et je leur dis, mais que veux-tu faire, toi? Qu'ambitionnes-tu? Quelles sont tes ambitions? Des fois, il manque simplement d'un petit coup de pouce pour qu'on puisse leur dire, va là, tu peux faire une formation, va là, tu peux faire ça, qu'est-ce que tu as envie de faire? Des fois, c'est ce qui leur manque. Et puis, il y a des jeunes porteurs de projets, des jeunes qualifiés, qui, eux aussi, sont en manque de reconnaissance, que ce soit dans leur territoire ou en France. Et eux, ils ont besoin aussi d'un coup de pouce au niveau des ministères pour avoir certaines subventions qui peuvent donner un ballon à leur activité, à leur business. Et ça, moi aussi, je les accompagne. Je les accompagne dans leur démarche. Je les accompagne parfois même dans leur business plan, en répondant, en ayant la casquette d'avocat parfois. Et là aussi, on a un échange entre jeunes, on va dire, pour qu'on puisse avancer ensemble et que je puisse les aider dans ce sens. Alors, on rappelle que vous êtes député donc, de cette première circonscription en Martinique, Robert, Gros-Morne, Lamentin, Trinité et François. Oui. Vous siégez donc à l'Assemblée nationale. Vous êtes donc l'un des 4 élus donc, du territoire martiniquais. Vous siégez également donc, à la commission donc, des affaires économiques dans cette assemblée, que vous êtes également le vice-président donc de la délégation Outre-mer. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette délégation Outre-mer? Alors la délégation Outre-mer représente l'ensemble des parlementaires, des députés ultramarins, avec d'autres députés qui ne sont pas issus des Outre-mer, et on traite des questions des Outre-mer. Alors, on y fait des missions, de la représentation, on y fait également bien tout ce qu'il y a à trait aux Outre-mer. Je prends un exemple, je suis rapporteur d'une mission en ce moment, qui est une mission sur la démographie. Ouais. Sujet très important pour nous, et le retour de nos forces vives donc dans nos territoires. Donc on fait des missions qu'on apporte à connaissance aussi du gouvernement, parce que la délégation a pour mission première de relever tout ce qui ne va pas au gouvernement pour qu'il y ait des actions législatives pour qu'on puisse avancer en ce sens. Très bien. Et dans cette commission donc, des affaires économiques, oui. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on y traite? Alors, la commission des affaires économiques traite, comme son nom l'indique, toutes les affaires qui a trait à l'économie, mais pas que. Je prends encore un exemple. Là, on est à l'échelle nationale. C'est à l'échelle nationale, où il y a un président de commission, il y a des membres de commission, où là vont être discutées les propositions de loi, traiter les projets de loi, et la commission a un avis. Ouais. Un avis, et on peut y mettre des amendements également. L'une des dernières propositions de loi, elle a été sur l'occupation illicite des logements illicites, où la commission a rendu un avis, où il y a eu des amendements, et puis on va à l'Assemblée nationale pour débattre. Très bien. Vous êtes également vous êtes à l'initiative donc, de ce projet donc, de loi déchets. Oui. En quoi ça consiste? Alors, une proposition de loi déchets, parce qu'on constate une chose. Lorsque vous achetez une machine à laver, vous avez une éco-contribution que vous payez. Ouais. Qui est petite. Une éco-participation. Une éco-participation qui est une éco-contribution de 1 euro, un peu moins d'1 euro et quelques centimes. Ouais. Mais cet argent-là va où? Bien, ça va dans des éco-organismes, dans les mains d'éco-organismes. Ce sont comme des associations qui ont une mission, c'est de gérer ces déchets, concrètement. Quand vous avez une vieille machine à laver, on doit pouvoir la récupérer, la traiter, la valoriser, la recycler. Ouais. Ces éco-organismes ramassent cet argent et doivent travailler en ce sens. Et on se rend compte que dans nos territoires, il y a un problème. Chez nous, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, même Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des défaillances au niveau de certains éco-organismes. Il y a des éco-organismes qui travaillent très bien et d'autres qui travaillent moins bien. Et ce qui fait que nous avons des déchets un petit peu partout. Dans nos villes, dans nos campagnes. D'accord. Pourtant, on a plein de centres de traitement de déchets. Alors qu'on a des centres de déchets. Vous en avez une d'ailleurs, vous en avez un au Robert. Au Robert, il y a l'incinérateur sur Fort-de-France. Néanmoins, ces éco-organismes doivent participer aussi à la valorisation des déchets et au traitement de ces déchets. Il y a un éco-organisme qui traite les vêtements.
qui a décidé de valoriser ses vêtements et d'en faire de nouveaux. Il y a des éco-organismes qui traitent la question des déchets médicaux. Ouais. Où il y a des petites boîtes où on y intègre des déchets médicaux. Et donc, ces éco-organismes-là, il y a une organisation pour qu'on puisse gérer ces déchets, mais on se rend compte qu'il y a une difficulté. C'est que parfois, ça travaille mal, ça travaille pas du tout bien, et il faut rationaliser tout ça pour qu'on puisse vraiment se rendre compte que nos déchets n'existent plus sur nos bords de la route et que les gens puissent se dire, voilà, j'ai acheté ça, je sais que demain matin, j'en aurai plus besoin, ça va être traité correctement. Très bien. Alors, puisqu'on parle de déchets, donc, monsieur le député, Giovanni William, des déchets qui sont extrêmement importants et polluants, voire même très toxiques pour notre environnement en Martinique, mais c'est pas qu'en Martinique. Oui. Ce sont les chlordécones, les sargasses. Les sargasses, oui. Alors, chlordécone, on y arrive aussi, mais les sargasses, que doit-on faire, puisqu'on parle de déchets? Alors, c'est plutôt... c'est écologique en même temps, mais ça fait partie de l'environnement. C'est de la pollution. C'est de la pollution. Que doit-on faire et que doit faire l'État là-dessus pour enrayer définitivement ce fléau? C'est devenu un fléau. Quand même, c'est un fléau et j'en ai parlé, c'était ma première intervention à l'Assemblée nationale où j'ai parlé effectivement d'un fléau. C'est un fléau sanitaire, médical et environnemental aussi, et même économique, puisque aujourd'hui on se rend compte que de point de vue immobilier, les maisons perdent de la valeur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que les communes n'ont pas attendu l'aide de l'État pour pouvoir travailler sur ces questions. Donc, il y a des barrages qui sont positionnés. Les communes dépensent énormément d'argent pour ces barrages, pour ramasser ces sargasses. Au Robert, c'est 1,3 million récemment uniquement pour des barrages avec l'achat de matériel. L'État, aujourd'hui, avec la CTM... Il y a une subvention il y a une subvention, une participation de l'État auprès des collectivités pour aujourd'hui, aider, oui, voilà. Alors, aujourd'hui, il y a eu un plan Sargasses 1 où il y avait des subventions. Il y a eu un plan Sargasses 2 qui était insuffisant. Et aujourd'hui, l'État, avec la CTM et avec les EPCI, ont décidé de s'organiser autour d'un groupement d'intérêts privés, enfin collectifs, pour faire en sorte qu'il y ait un service public de traitement des sargasses. D'accord. Qui fait que les sargasses qui arrivent, on les bloque, on les récupère et on les valorise. D'accord. Mais ça prend beaucoup de temps. Et il y a encore énormément de problèmes sur nos côtes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les communes, elles traitent les sargasses, elles font comme elles peuvent. Elles font comme elles peuvent. Et c'est très difficile, à la fois pour la population et à la fois pour nos institutions. Ouais. Et quand vous en parlez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qui est dit là-dessus? Parce que alors, on parle donc des Antilles, mais c'est un problème qui concerne qui est mondial, États, c'est mondial. Donc ça sort depuis les États-Unis, le Mexique, et ça redescend sur tout le bassin. Donc le Brésil y est confronté. Donc tous les pays sud-américains sont confrontés donc par ce phénomène. Alors on parle d'un banc qui peut atteindre par moment jusqu'à 8000 km. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la distance entre la Martinique et l'Europe. C'est un problème qui est mondial. Aujourd'hui, il y a des études médicales qui sont faites parce que ça touche à la santé de la population. Il y a des études sur ce que ça fait sur nos matériels, parce que le matériel aussi est touché. Et là, ce qui se passe, c'est que l'État a pris conscience, enfin, de l'ampleur de ce fléau, comme vous dites. Et donc, là, mise en place de ce GIP, nous sommes veillatifs sur ce point, mais les communes, en tout cas, travaillent d'arrache-pied pour éviter que ces sargasses n'arrivent sur les côtes. Ouais, mais enfin bon, après, il faut peut-être les traiter en amont. Ah oui. Quels sont les problèmes? Parce que, on peut le dire, monsieur le député, c'est une affaire maritime. Et quand on parle donc d'affaires maritimes, c'est l'État régalien, c'est l'État qui a les pleins pouvoirs là-dessus. Exactement, et c'est pour ça qu'on a sollicité l'État en lui disant qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Donc aujourd'hui, il a été décidé de faire des ramassages en mer. Pour éviter que les sargasses n'arrivent sur nos côtes et que ces sargasses soient traités. Mais comment peut-on ramasser autant de sargasses en mer, les traiter, les recycler? Comment peut-on... ça paraît invraisemblable. Ça paraît invraisemblable, mais il y a des solutions. Ouais. Il y a des gens, il y a des porteurs. Il y a des solutions. Il y a des entreprises, il y a des porteurs de projets, des gens qui ont des idées extraordinaires pour traiter ces sargasses en mer et les valoriser. Ouais. Et les valoriser en plus. Et en faire
quelque chose de valorisable. Du papier, il y en a qui veulent en faire des matériaux de construction. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de porteurs de projets et il faut que l'État les accompagne aussi. Et il faut que l'État surtout dans la rénovation, prenne ses responsabilités sur ce sujet-là. Très bien. Giovanni William, notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, il est donc député de la première circonscription en Martinique, donc regroupant donc les villes du Gros Monde, du Lamentin, le François, le Robert, la Trinité. Et la ville de Trinité. Donc vous avez pris vos fonctions. Donc voilà, quand on est jeune député, quand on arrive comme ça à l'Assemblée nationale, on est impressionné par ce monument, ce palais Bourbon, donc où tous les plus grands sont passés. Est-ce que vous personnellement été impressionné? Bien sûr, hein, le premier jour est un jour impressionnant où on se retrouve comme un enfant à la maternelle. On se retrouve dans une nouvelle école. On ne sait pas trop comment s'avancer là-dessus, mais j'ai été aidé. J'ai été accompagné par des députés qui étaient déjà en place, notamment Jean-Philippe Nilor. Parce qu'il faut savoir qu'on a des démarches à faire, des démarches administratives, des photos, la photo officielle au sein de l'Assemblée. Et je vous avoue quelque chose, une petite anecdote. C'est la première fois en plus que j'allais dans l'hémicycle et je voyais l'hémicycle plus grand. Quand on regarde à la télé, je voyais l'hémicycle un peu plus grand que ça. C'est l'image que j'ai gardée. Et puis après, il y a la première question au gouvernement, donc où il y a du monde, où il y a le gouvernement, il y a des députés, où il est censé avoir tous les députés. Et là ils aussi, étaient tous ou pas? Ils étaient tous? Ils étaient quasiment tous là. Ma première question, quasiment tout le monde était là. Et là aussi, c'est impressionnant, mais très vite, on efface tout ça et on sait pourquoi on est là. Donc, on arrête avec cette histoire d'impression et on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on est. Alors, la première question, c'était sous les sargasses. C'était sous les sargasses, d'ailleurs. D'accord. On vous aide à la préparation des questions. Alors, c'est libre choix, libre antenne, comme diraient certains. Exactement. On a la liberté de choix. Les questions se travaillent au sein des groupes parlementaires. Donc, au sein du groupe parlementaire, on a des réunions où on décide qui va poser une question, sous quel thème. Et s'il y a un accord général, on y va. C'est ce qui a été pour mon cas. Et j'ai travaillé la question avec mon staff, parce que le député n'est pas seul. Il a un staff, il a des collaborateurs. Et donc, j'ai travaillé cette question avec mon collaborateur. Auparavant, on choisit ses collaborateurs? On les choisit, oui. On les choisit. Et auparavant... Quand vous avez été élu, vous saviez à l'avance avec qui vous alliez travailler? Ben non, pas à l'avance. J'ai dû aller vite, mais j'ai été bien conseillé et je ne regrette pas mon choix jusqu'à présent. D'accord. Très bien. Donc voilà, Giovanni William, notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. En tout cas, merci pour votre visite dans ce studio. Téléanti. Alors, ce studio, il appartient à vous tous les élus. On en reçoit de Martinique, de Guadeloupe. On n'a pas encore reçu de la Guyane, mais ça ne saurait tarder. Donc, quand vous avez à Paris des infos à faire passer, c'est votre antenne. Vous venez, vous ouvrez la porte et on vous accueille librement pour échanger sur tous ces sujets que vous abordez dans cet hémicycle, dans cette Assemblée nationale. Et puis, vous êtes le relais des... J'ai envie de dire les ultramarins, mais entre la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, donc la Guyane, tous ces territoires des Outre-mer. Donc voilà, vous êtes les vecteurs, les relais, et en tout cas, on vous remercie. Alors là, aujourd'hui, donc, après quelques mois de présence, on se sent... ça fait pas tout à fait un an. Vous allez faire votre anniversaire dans un mois et demi. Oui. Mais on s'y sent à l'aise aujourd'hui. Vous avez pris vos marques? Oui, bien sûr, on est au charbon, comme on dit. On n'a pas le temps de souffler, on a la tête dans le guidon, dans les dossiers, et on travaille d'arrache-pied, que ce soit ici sur Paris ou que ce soit en circonscription, parce qu'il y a aussi un travail à faire en circonscription. Et il y a des entretiens à prendre, il y a aussi à écouter la population, ça aussi c'est important. Donc on reçoit également la population, parce que encore une fois, c'est le terrain qui nourrit la réflexion. Et il faut être sur le terrain aussi pour savoir ce qui s'y passe et pour pouvoir être le meilleur des relais possible. Donc, depuis presque un an, bientôt un an, mais c'est le travail que je fournis avec mes collègues aussi, parce qu'on est ensemble aussi. On n'est pas chacun de son côté. On arrive à travailler ensemble. On arrive à avoir des positions communes pour pouvoir mieux défendre la position des ultramarins. Question que je voulais vous poser. Vous avez choisi donc de siéger dans le groupe de la NUPES, pourquoi? Alors,
pas le groupe de la NUPES, c'est une intergroupe. Ouais. Je siège au sein du groupe GDR, Gauche démocratique et républicaine, et ce groupe est dans l'intergroupe NUPES. NUPES, d'accord. Voilà. Parce que je ne me comme considère la LFI, pas... comme le PC, Voilà, comme... parce que je ne me considère pas comme étant pour la politique gouvernementale. Je ne me considère pas comme appartenant à cette mouvance politique. Et donc, j'ai choisi de siéger au sein de ce groupe Gauche démocratique et républicaine qui regroupe à la fois des communistes, qui sont une dizaine, et puis, nous sommes 12 ultramarins, 10 ultramarins. 10 ultramarins, c'est le groupe où il y a le plus de députés ultramarins, où il y a des Réunionnais, des Polynésiens, nous sommes 2 Martiniquais, et les 2 Guyanais notamment, et on fait un travail extraordinaire ensemble. Très bien. Alors, des questions que j'ai envie de poser, il y a aussi un groupe où il y a également beaucoup d'ultramarins, c'est le groupe Lyot, qui a déposé d'ailleurs la motion de censure contre la réforme donc, de la retraite. Pourquoi ne pas avoir choisi ce groupe à l'Assemblée nationale? Je vous la pose. Oui, parce que c'était un groupe, on va dire, indépendant, qui ne marquait pas le fait qu'il soit dans l'opposition au gouvernement. Et moi, je souhaitais marquer le fait que je suis dans l'opposition à ce gouvernement. Tout simplement. D'accord. Très bien. Alors, j'ai envie de vous demander votre sentiment contre cette loi contre la réforme des retraites, donc une loi qui est passée en force, 49.3, tout le monde en parle, promulguée donc déjà par le président de la République, peut-être un décret qui va suivre incessamment sous peu. Quel est votre positionnement là-dessus et comment avez-vous vécu les choses? Est-ce que vous étiez ici à l'Assemblée, en Martinique, sur le territoire? Comment vous avez vécu, on peut le dire, ce coup de couteau? Parce que le peuple ne l'attendait pas et n'y croyait pas et n'y croit toujours pas donc, dans cette loi. Écoutez, cette loi, d'abord sur la réforme en elle-même, le gouvernement a pris ses responsabilités et ne peut pas être surpris de la réaction du peuple. Quand on passe par, d'abord, avant le 49.3, on passe par une loi de finances rectificative. On passe par mise sous clocher du débat, c'est-à-dire on va réduire le débat, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Ensuite, on va passer par un 49.3. Et puis, dans l'intervalle, dans le débat, on se rend compte qu'il y a des petits mensonges qui sont devenus des gros. Et puis après, de la communication qui n'était vraiment pas bonne. Quand on se rend compte qu'il y a de l'impréparation sur le texte et des petits accords après avec certains groupes parlementaires, eh bien, ça a fait quoi? Eh bien, un très mauvais gâteau et qui n'a pas pu être avalé par la population. Et ça, le gouvernement ne l'entend pas, dit qu'il faut passer à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose comme ça. On peut pas passer à autre chose comme ça. Et pour nous, dans nos territoires dits d'outre-mer, où en sommes-nous? Nous sommes les territoires où nous aurons les populations les plus vieilles de France. Nous sommes les territoires où il y a le plus de chômage. Nous sommes les territoires où il y a de plus grandes difficultés à l'embauche des seniors. Et aujourd'hui, il n'y a aucune réponse concrète pour nos territoires. On nous dit oui, il y a le plein emploi, mais ça ne nous concerne pas. On dit oui, c'est dans notre France où il y a des seniors qui sont le plus embauchés. C'est faux. Dans nos territoires, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que cette réforme qui est passée, finalement, ne nous est pas adaptée. Et elle n'est pas adaptable en l'état. Mais quand on regarde bien les choses, en fait, elle n'est pas adaptable, elle ne convient à personne, pourtant, elle est passée. Elle est passée par dogme. C'est le dogme de macroniste, malheureusement, qui a fait que cette loi est passée en 2027. Et en même temps, monsieur le député, cette loi, ce projet de loi était dans le programme du président en campagne, même s'il n'y a pas eu de campagne. Mais c'était dans son programme. Hein, et c'est aussi pour ça, sur votre question précédente, où je marque le fait que je ne peux pas me positionner pour ce gouvernement ou alors indépendant vis-à-vis du gouvernement, que je me suis positionné en opposition, dans un groupe d'opposition. Clairement à ce gouvernement, même si on peut travailler en toute intelligence sur des propositions ou des projets qui conviennent à nos territoires. Et c'est déjà arrivé. On a pu voter des textes à l'unanimité. Hein, le gouvernement a pu entendre certaines choses concernant nos territoires. Donc c'est pour ça que je ne rejette pas tout. Mais clairement, sur ce point-là, eh bien, on ne peut que considérer que le gouvernement a tout faux. Giovanni William, député de la première circonscription en Martinique, jeune député, donc en poste donc, depuis bientôt 1 an. D'ailleurs, cette première année qui sera
on peut le dire, ce sera peut-être même une satisfaction personnelle, puisque vous avez émis au sein donc, de cette assemblée qu'on puisse recevoir quelqu'un donc, de votre territoire, qu'on puisse la nommer, la médailler, reconnaître pleinement son travail donc d'artiste. C'est la cinéaste Eusanne Palsy. Tout à fait. Vous avez donc remis donc une lettre à la présidente de l'Assemblée, en tout cas à l'Assemblée nationale, et c'est Madame la présidente elle-même qui présidera et lui remettra donc sa médaille donc le 3 mai prochain. Tout à fait, c'est amplement mérité. Eusanne Palsy est une cinéaste, une réalisatrice connue dans le monde, oscarisée, je le rappelle, reconnue parmi ses pairs. Ouais. Et quoi de plus normal que la France reconnaisse Eusanne Palsy comme étant une artiste, une cinéaste, une réalisatrice de renom. Ça, c'était pour moi évident. Et cette démarche qui a été entreprise a eu un écho favorable de la présidente de l'Assemblée. Et je dis que c'est normal ce qui va se faire. Ouais. C'est normal que la France reconnaisse ça. Il y a une reconnaissance en Martinique aussi. Eusanne Palsy, originaire de la ville du Gros Monde, dans ma circonscription. Ouais. Et il y a une reconnaissance vis-à-vis de ça au sein du territoire. Aux États-Unis, elle a été primée aux Oscars. Pour l'ensemble de sa carrière. C'était au mois de novembre 2022. Voilà, c'était pour l'ensemble de sa carrière, mais il était normal que quand même. Aux États-Unis, quand même, c'est le pays du cinéma. C'est le pays du cinéma, mais il était normal quand même que la France reconnaisse Eusanne Palsy. Donc oui, c'est une petite fierté, mais je suis surtout fier qu'on reconnaisse nos talents martiniquais et surtout de leur vivant. Très bien. Donc ce sera le 3 mai prochain. Ce sera le 3 mai prochain. Vous y serez, hein, bien évidemment. J'y serai, ce sera à l'Assemblée nationale le 3 mai prochain. Très bien. Merci en tout cas, monsieur le député, d'être venu aujourd'hui donc, dans cette émission, Les Invités de Mike. Alors, on a un petit peu survolé l'émission, mais j'espère vous recevoir pour qu'on puisse parler d'autres sujets, donc des sujets donc, peut-être un peu plus virulents. Un petit mot, pour quand même, avant de se quitter, sur je pose la question donc, à tous les députés qui viennent donc, sur cette table d'interview. Un petit mot sur la flambée des prix donc, des billets d'avion. Vous, en tant que député, jeune député, que préconisez-vous? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que ce sujet est sur la table donc, de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous vous battez pour? Et à quoi peut-on s'attendre dans les jours, mois à venir sur ce projet? Nous avons interrogé les compagnies aériennes. Et on nous opposait le fait qu'il était impossible pour eux de nous parler de leur marge commerciale. Ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va déposer une proposition de résolution pour qu'il y ait une commission d'enquête qui obligerait ces compagnies à nous donner ces informations qui manquent pour pouvoir faire en sorte de pallier à cette difficulté de prix, à cette flambée des prix sous les billets d'avion. Et quand il s'agit par contre de l'alimentaire et de la vie chère en général, la France aujourd'hui, j'ai entendu le ministre de l'économie parler de l'inflation et que c'est inadmissible et qu'il faut réagir. Mais nous, ça fait des années que ça dure. Hein. Donc, il faudrait qu'ils prennent exemple sur nous et qu'ils puissent aussi réagir par rapport à ce qui se passe chez nous. Très bien. On espère vous avoir donc sur ce plateau pour en parler plus longuement. Merci à vous. Merci, monsieur le député Giovanni William, dans cette émission Les Invités de Mike. À très vite, mesdames, messieurs, que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, sur YouTube, Facebook ou encore le Dailymotion donc de Télé Antilles. Vous le savez, notre devise restera donc et continuera donc de travailler pour vous pour être toujours plus près de vous.